Donc on doit démarrer à 14 heures, donc on va démarrer à 14 heures précises. Je crois qu'il est d'ailleurs tout juste 14 heures. Je me présente, donc je suis Richard Verly. Je suis à la fois correspondant du quotidien suisse Le Temps à Paris, donc correspondant pour la France, et mon autre casquette qui m'amène à être ici et avec vous aujourd'hui est d'être directeur de la collection L'âme des peuples, que vous ne voyez peut-être pas s'afficher, mais qui est ici. Voilà, je vous montre la couverture de ce petit livre que vous retrouverez sur le stand des librairies au Festival America, donc sous le chapiteau. Et celui-ci, c'est le livre qui nous amène à être ensemble aujourd'hui, c'est le Montana, écrit par ma collègue Isabelle Falconier, puisqu'en plus d'être une auteure de grand talent, Isabelle est journaliste basée en Suisse et a beaucoup travaillé pour le groupe Le Temps, l'Hebdo, pour lequel je travaille aujourd'hui. On attend un autre compère que vous connaissez peut-être davantage parce que lui est assez visible en France, c'est Harold Iman, qui dans la même collection a écrit Les États-Unis. Et Harold, son visage vous sera peut-être familier, puisqu'il commente régulièrement l'actualité américaine notamment, et géopolitique sur les plateaux de CNews, après l'avoir fait longtemps sur le plateau de BFM TV. Vous le reconnaîtrez, Harold, c'est l'homme aux bretelles qui régulièrement, devant des cartes du monde, vous explique ce qui va et ce qui ne va pas sur la planète. Voilà. L'objectif de cette rencontre, donc en début de festival, c'était de parler de l'Amérique dans une aussi petite collection, puisqu'elle est petite par le format, vous l'aurez constaté. Donc L'âme des peuples, qui compte maintenant environ 50 titres, c'est une collection petit format, qui se veut, dans des livres de 150 pages, raconter l'âme des pays et l'âme des villes, maintenant aussi l'âme des régions, puisque nous venons de publier la Bretagne et la Corse. C'est un exercice compliqué pour les auteurs, et Isabelle pourra nous en parler, parce qu'il s'agit de réduire, en quelque sorte, dans un petit format, l'âme d'un pays qui, évidemment, est toujours beaucoup plus vaste, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus élaboré. Mais c'est ce qui fait aussi le succès de cette collection, puisqu'on a la chance maintenant d'en avoir publié près de 50, on approche les 50, avec de beaux succès de librairie. Et je rends hommage ici à la librairie 1000 pages de Vincennes, la librairie de Francis Geffard, qui nous a toujours mis en très bonne position sur ces rayonnages. Et donc, je vais vous montrer. Donc, vous avez le Montana ici par Isabelle, donc l'État américain du Montana dont nous allons parler. Et les prochaines livraisons, vous aurez le Kenya. Donc là, on s'éloigne des États-Unis pour aller en Afrique. Le Kenya ici. Nous aurons le Laos en Asie du Sud-Est, toujours avec des couvertures très graphiques comme celle-ci. Et nous aurons également, plus proche de nous, la Roumanie, donc écrite par un ancien ambassadeur français, Henri Paul. Et tous ces livres sont en train de sortir en librairie. Mais celui qui nous amène aujourd'hui, c'est le Montana. Donc, peut-être commencer cette séance de discussion avec vous par une question assez simple, je dirais, c'est qu'est-ce que le Montana, qu'est-ce que cet État et pourquoi on a choisi de le traiter? Alors, je vais d'abord faire un début de réponse et passer la parole à Isabelle. C'est un pari, c'est la première fois que dans la collection, après avoir traité les États-Unis, et Harold viendra en parler puisqu'il est l'auteur du livre, c'est la première fois que nous nous intéressons à un État américain particulier. Mais c'était une vieille envie, je crois, elle pourra nous en parler, d'Isabelle, qui, voilà Harold, je vous propose de l'applaudir, il arrive, il est en train de descendre les escaliers, voilà. Harold, qui est franco-américain, il pourra nous donner plus de détails sur sa biographie et qui passe son temps, ou presque, à raconter l'Amérique de Donald Trump et à essayer de nous expliquer quelle influence elle va avoir sur le monde. Harold vient nous rejoindre, voilà. Prend place. Et donc, j'étais en train de vous dire pourquoi on a fait le Montana. On a fait le Montana parce que c'est effectivement un État extrêmement séduisant. Et dans une édition du Festival America, consacrée au Canada, eh bien, le Montana, c'est à la lisière du Canada. Donc, je pense que vous voyez où il se situe sur une carte. Le Montana, c'est donc au nord-ouest, à l'extrême nord-ouest des États-Unis, frontalier du Canada. C'est un État qui, effectivement, a marqué l'histoire des États-Unis, notamment pour la fameuse défaite du général Custer à Little Big Horn face aux tribus indiennes dont Isabelle parle longuement dans son livre. Et j'en profite donc pour introduire Harold, qui est arrivé. Harold, vous le connaissez pour ceux qui regardent
CNews. Et Harold avait fait dans la collection, il est là, voilà, les États-Unis, qui a été publié il y a 2 ans maintenant, voilà, et qui a été publié au moment où Donald Trump accédait à la Maison-Blanche, juste avant, voilà. Et pendant que Harold se met en tenue de combat, si je puis dire, et qu'il enlève son imperméable, je vais donner la parole à Isabelle. Alors Isabelle, pourquoi avoir choisi le Montana et pourquoi le Montana finalement en dit tellement sur les États-Unis? Oui, merci Richard. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le Montana, c'est plus qu'un État. C'est la quintessence du rêve américain. Pour quelqu'un qui vient comme moi du livre, de l'amour du livre, de la littérature, c'est un État follement romanesque. C'est aussi évidemment une réalité, et on verra qu'il y a un fossé entre le rêve, la manière dont on imagine le Montana et le Montana dans le fond réel, le Montana des saisons, de la vie de la terre. Mais le Montana, c'est un des États des États-Unis qui a une identité la plus forte, la plus marquée. Et c'est pour ça qu'effectivement, que ça valait la peine de se demander quelle est l'âme du peuple du Montana, pour reprendre le titre de la collection L'âme des peuples que dirige Richard Verly. Moi, j'y suis arrivée par 2 choses. Par la littérature, encore une fois. J'ai commencé à lire les écrivains de l'Ouest américain et il y a des liens extrêmement forts entre les écrivains américains, les écrivains tout court, et le Montana. C'est, de manière totalement paradoxale, mystérieuse presque, un des premiers endroits dans une ville appelée Missoula, qui a une université très, très connue, qu'un des premiers ateliers de creative writing s'est ouvert aux États-Unis. Et donc, ce qu'on appelle aujourd'hui le courant du nature writing, dont il va être amplement question évidemment ces prochains jours ici à Vincennes, d'une certaine manière a pris naissance à Missoula, au cœur de cet État du Montana. Et puis, la deuxième raison, dans le fond, qui fait qu'en tant qu'Européen, parce que je vis en Suisse, je suis européenne, je ne suis pas une auteure américaine, on a, dans le fond, quasi tous et toutes, il y a quelques générations, des gens de notre famille, nos aïeux, qui, à un moment donné, ont eu un rêve américain, qui ont pris un bateau, puis qui sont arrivés sans doute à New York et qui ont fini par arriver peut-être dans l'Ouest américain. Et ça m'intéressait de me plonger dans la tête de ces gens-là, ces pionniers, ces Européens qui arrivaient aux États-Unis avec un rêve américain et souvent un rêve des grands espaces de l'Ouest, de la dernière frontière, qui avaient envie d'aller voir au-delà des terres connues. Et qu'est-ce qu'il y avait? Souvent, c'était ce qu'on a appelé par la suite les terres du Montana. Merci Isabelle. Effectivement, c'est pour ça qu'on a choisi ce sous-titre, La reconquête de l'Ouest, parce que le mythe de l'Ouest est largement lié au Montana, et on va en reparler du point de vue littéraire et du point de vue des auteurs qui sont invités ici. Mais je voudrais passer la parole à Harold. Alors Harold, lui, s'est attaqué il y a 2 ans à un chantier beaucoup plus, non pas compliqué, mais beaucoup plus vaste, qui est celui des États-Unis. Et il avait choisi, on se connaissait avant le livre, et quand on en a parlé, l'angle d'attaque d'Harold, et c'est ce qui m'a séduit, c'était de dire on ne peut pas raconter les États-Unis au sens strict dans un aussi petit livre, mais on peut raconter un trait de caractère fort des États-Unis, au fond un trait de caractère qui identifie l'âme des États-Unis. Et le trait de caractère qu'avait choisi Harold, c'était les tribus américaines. Les tribus américaines, aussi bien tribus au sens ethnique du terme que tribus au sens socio-professionnel. Et donc, je retourne la question aujourd'hui vers Harold, compte tenu de l'actualité. Est-ce que Donald Trump, est-ce que cette Amérique de Trump est une Amérique plus tribale que jamais? Merci, Richard. C'est Trump qui a mieux compris que quiconque comment utiliser la tribalité américaine, qu'il comprend vraiment très, très bien. Les tribus, les gens me disent souvent « Ah, vous parlez donc des Amérindiens ?» Je dis « Non, mais évidemment, il y a un parallèle, un petit clin d'œil. Mais les Indiens sont 0,1% de la population. Donc, ce n'est pas vraiment, ça ne pèse pas beaucoup électoralement, on va le dire. Sinon, les tribus
en France, on a tendance à voir des communautés, que tout le monde vit enfermé dans des petites communautés. Et moi, je suis issu de 2, et donc mon neveu est issu de 5. J'ai une amie qui est issue de 5 aussi, tchèque, allemand, irlandais, italien. Donc ça devient absurde, à moins de faire une méga tribu qui s'appelle les 100 tribus, ou ceux qui ont au moins 3 tribus. Les tribus ethniques, je parle. Ensuite, il faut rajouter les tribus religieuses, parce que religieux, pas religieux, ça c'est une faille, hein? C'est le Great Rift. Si bien que je dirais que là où j'ai grandi, je ne connaissais pratiquement personne de croyant. Personne. Les gens qui parlaient de « je vais à la messe ». Peut-être tu nous en dis plus, tu as grandi où? Raconte-nous un peu Harold Iman. Très bien. Donc, oui, j'ai été élevé à Manhattan, je suis né à Manhattan, mon père est né à Manhattan, mon grand-père est né à Manhattan, ma grand-mère est née à Manhattan. Ma mère est née à Armançon-sur-Brinon, dans l'Yonne. Donc, côté paternel, c'est l'émigration hors de l'empire du Tsar pendant les pogroms anti-juifs de 1884. Et ma mère, c'est la Bourgogne profonde. Et donc, ils se sont installés à New York. Pas trop de rêve du Montana, hein, je dois dire. Le rêve, c'était surtout la Floride ou la Californie. Hein. Mais c'est comme ça, à Manhattan. Et donc, j'ai grandi dans le microcosme français. Donc, je suis allé au lycée français de New York et j'ai traîné à l'école avec des Maliens et des Sénégalais et des Marocains. Et quelques Américains, il y en avait, des enfants de stars, hein, comme Rod Steiger ou Humphrey Bogart et Lauren Bacall, ils avaient leurs enfants qui étaient là, ou les enfants des secrétaires généraux de l'ONU. Donc c'était une espèce de colonie schizophrène à l'intérieur de l'Empire, si vous voulez. Et c'est ça que j'ai pu observer. Et puis j'ai fait l'université Columbia, où j'ai vu des vrais Américains, qui était vraiment très surprenant pour moi, qui passait toutes mes vacances sur la Côte d'Azur. Donc voilà, là, je vis une schizophrénie que j'essaye de restituer. Comment, étant de l'intérieur, je les vois comme de l'extérieur. Et donc le côté tribal était évident. Moi, j'appartiens à une toute petite tribu, mais c'est quand même 1 million de personnes, 2 millions de personnes aux États-Unis. On se reconnaît à demi-mot. Ah, vous avez fait un lycée français. Oh là, il y en a 17 aux États-Unis, hein, de lycées français. C'est le réseau le plus complet en langue étrangère des États-Unis, en français. Mais 99,9% des Américains ignorent même son existence. Personne ne sait que ça existe. Voilà. Alors, je me retourne un instant vers Isabelle. Il y a au Montana les vraies tribus, celles au sens littéral, les tribus indiennes, et ton livre en parle énormément. Est-ce que tu as le sentiment que, au fond, les Indiens et l'Amérique se sont réconciliés? Ou toujours pas? Non, mais toujours pas. On en voit bien une preuve avec la fantastique exposition de photographie, hein, qu'on a traversée sur l'avenue juste en face de cet auditorium. Un reportage photo dans les événements qui ont eu lieu en 2016 et 2017, je crois, au Dakota du Nord, donc il y a juste à l'État voisin du Montana, à Standing Rock, qui est donc... Et c'était incroyable, c'est-à-dire que pour la première fois, quasiment dans l'histoire, disons, après des guerres entre gouvernements américains et des diverses tribus amérindiennes, plus de 200 tribus amérindiennes se sont rassemblées pour protester contre la construction, enfin la pose d'un oléoduc sur plusieurs milliers de kilomètres, mais qui notamment traverse désormais des terres sacrées appartenant à des tribus amérindiennes du Dakota. Et on a bien vu qu'il y a eu une confrontation. Alors, il s'agit d'enjeux économiques plus que politiques, mais évidemment qu'en termes d'écologie, et c'est malheureusement vrai aujourd'hui plus que jamais, les liens entre économie et politique aux États-Unis sont très très étroits. Mais non, les rapports, les tribus indiennes et les Américains ne se sont pas réconciliés. Ce sont deux mondes d'un point de vue culturel, sociologique, économique, mais évidemment qu'ensuite on ne peut pas simplifier. Chaque tribu
amérindienne des États-Unis a son propre historique. Certains, durant les 2 siècles précédents, ont pris plus ou moins le parti de l'armée américaine ou pas. Donc c'est d'une complexité folle, mais aujourd'hui non, il y a de grands fossés entre les populations amérindiennes et les Américains, quel que soit l'État. Est-ce que même un jour il y aura une forme de réconciliation? Impossible à dire. Harold, alors justement, là, je ne peux pas m'empêcher de poser la question aux New-Yorkais que tu es. Est-ce que les New-Yorkais ont conscience, en général, que les tribus amérindiennes détiennent une partie de l'âme des États-Unis? Et est-ce qu'un New-Yorkais en particulier, à savoir Donald Trump, a quelque part la possibilité de comprendre que les Amérindiens font partie de l'âme des États-Unis? Alors 2 choses. La bonne blague à New York, c'est de dire qu'on est né sur une île qui porte le nom d'une tribu indienne qu'il a vendue pour 27 florins. Ou 24, j'ai oublié. Donc la tribu des Manahatta qui a vendu ça à Peter Stuyvesant ou quelqu'un de ce genre, ou peut-être son prédécesseur, le gouverneur néerlandais, parce que c'était la Nouvelle-Amsterdam. Donc on a tout ça un peu en tête. Et puis il y a le musée national des Amérindiens qui est à Wall Street, juste, et où je vais souvent. Je suis toujours surpris parce que ce qu'on apprend sur l'histoire des Indiens, c'est tout à fait énorme. On l'ignore généralement. Et est-ce que Trump est au courant? Je pense qu'il ne fait pas la moindre espèce d'effort pour toucher à ça, sauf à se moquer de certaines personnes, dont particulièrement Elizabeth Warren, qui est son ennemi juré, démocrate, qu'il appelle Pocahontas. Et c'est pas si drôle, même si c'est drôle. Parce qu'elle s'est revendiquée une fois d'une ascendance amérindienne. Et c'est super chic aux États-Unis de dire ça. Parce que ça veut dire que vous êtes là même avant le Mayflower, hein, vous. Et donc il a dit, ah, vraiment, elle est indienne? Eh bien, je vais l'appeler Pocahontas. Et en fait, elle a peut-être une ascendance je ne sais pas, au 8e degré. Donc, elle en a fait un peu trop, et lui n'a pas arrêté de l'appeler Pocahontas en public devant 10 000 personnes. Donc, il est toujours sur la lisière, on ne sait pas. Mais pour lui, les Indiens, c'est les gens qu'on voit dans les films, ils font whoop, whoop, whoop avec des plumes. Et ça s'arrête là, il décore un peu les pubs de Thanksgiving, et ça s'arrête là, il n'a strictement rien à leur dire et rien à voir avec eux. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a, d'une manière générale aux États-Unis, un mouvement de redécouverte de certaines cultures, valeurs amérindiennes. Évidemment, mais pas partout, pas dans tous les courants politiques, etc. Ça va avec une redécouverte quasiment, ce qu'on appelle aujourd'hui le New West. Hein. Je veux dire, le New West, c'est d'ailleurs un courant presque un peu bobo, un peu chic. C'est pour ça que vous dites, effectivement, c'est très chic aujourd'hui dans certains milieux de pouvoir revendiquer une ascendance amérindienne. Ça va de pair avec les Amérindiens eux-mêmes tentent depuis des décennies de se réapproprier leur culture, leur tradition. Ça se passe de manière plus ou moins positive, c'est plus ou moins facile parce qu'en même temps, il faut aussi plutôt qu'ils gagnent eux-mêmes une éducation. Il faut à la fois réussir à s'intégrer dans un monde américain contemporain et en même temps redécouvrir ces traditions, ces valeurs, ces rituels qu'on leur a volés, qu'on leur a empêché de pratiquer, que ce soit la langue, la culture, etc. Et aujourd'hui, tous les touristes qui, par millions, se rendent 12 millions de visiteurs au Montana, c'est beaucoup par année, et surtout que la saison touristique est assez courte. On y va généralement en été, voire en hiver pour skier, mais malgré tout, c'est une saison courte. La plupart des visiteurs cherchent aussi à vivre l'expérience de l'Ouest en général, et dans l'expérience de l'Ouest en général, il y a l'expérience amérindienne. Toute la grande vague qui aujourd'hui fait qu'on veut, par exemple, se retrouver dans la forêt, parler avec les arbres, etc. Beaucoup de gens vont la vivre dans des réserves indiennes. Alors, c'est plus ou moins sincère, c'est plus ou moins utile, c'est plus ou moins
comment dire, pertinent, mais il y a aussi cette forme de redécouverte des valeurs amérindiennes qui fait dire à certains d'ailleurs qu'au Montana, un des auteurs que j'ai interviewé d'ailleurs pour ce livre, Ian Fraser, qui est un journaliste, auteur américain, lui pense que dans certaines régions du Montana, dans quelques décennies, les Amérindiens seront plus nombreux que les disons, descendants d'occidentaux, parce que le climat dans certaines parties du Montana devient de plus en plus aride, et que donc dans certaines villes, certaines régions du Montana se dépeuplent, mais par contre, les tribus amérindiennes voient leur nombre de membres, d'habitants augmenter. Harold, est-ce qu'il y a, comme on l'écrit en sous-titre de notre livre sur le Montana, une reconquête de l'Ouest? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une envie d'Ouest profond aux États-Unis? Oui, il y en a une, mais je vais parler de ce que j'ai connu. Moi, j'ai connu l'exode vers la Californie. Et accessoirement, quelques égarés s'arrêtaient à Denver, à la place d'aller jusqu'à Los Angeles. Ça vous fait rire, mais c'est vrai, n'est-ce pas? Et ça, c'était l'obsession. C'était de quitter ce New York puant des années 70, que vous comprendriez rien qu'avec le film Taxi Driver. À ceci près que le directeur, le réalisateur... Scorsese? Oui, non, Taxi Driver, le scénariste même, dans des documentaires, a avoué qu'en fait, à la fin, quand il y a la bagarre où tout le monde se tue, bien sûr que ça devait être des Noirs dans son esprit, mais il a dit « j'aurais fait un film qui aurait alimenté le racisme ». Alors il les a transformés en bonhommes super poilus, avec des moustaches comme ça et des lunettes de soleil et des chapeaux, pour qu'ils n'aient pas de couleur. Donc c'est juste pour vous donner l'ambiance de New York sous l'époque Taxi Driver que j'ai connue. Et là, c'était l'exode, la Californie, Miami, Denver. Donc l'Ouest, ça représentait « let's get out of here ». Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, il est vrai, comme le dit Isabelle, qu'il y a au fond un côté chic, on dirait en français peut-être bobo chic, de l'Ouest américain? Ce que je connais du Montana, où je ne suis jamais allé, ça s'appelle la Suisse des États-Unis. C'est ce que tout le monde dit. Mon frère y est allé. Plein de gens reviennent et me disent qu'ils n'ont jamais vu un paysage aussi saisissant, y compris en Suisse. Donc voilà, ils y vont pour ça. Et ceux qui veulent encore rester dans l'économie réelle, on va dire, ou du moins virtuelle, mais rester dedans, vont à Denver. Donc là, ils ne sont pas follement loin de cette ambiance des lacs, des forêts, des randonnées interminables. Bon, je parle comme un urbain, je le suis, je ne suis pas attiré par la nature du tout. Mais voilà, ils le sont, ça existe. Mais dans ma petite tribu à moi, ça ne compte pas. C'est clair qu'aujourd'hui, le Montana, c'est le jardin des États-Unis. C'est l'endroit où, si on veut trouver une nature sauvage, si on cherche à se confronter aux grands espaces, aujourd'hui, on est revenu en plein dans la mythologie des grands espaces, de Big Out There, le Montana, son surnom c'est Big Sky. Enfin, on croit aujourd'hui, comme hier, mais avec carrément des angles plus spiritualisants ou psychologiques, on croit aux vertus des grands espaces. Et on les trouve notamment au Montana, qui est un des 2 États les moins peuplés des États-Unis. Quelques livres fondateurs ont raconté comment, quand on a vécu un deuil, un chagrin, quand on a perdu quelque chose, les grands espaces peuvent vous consoler. Comment les grands espaces ont un vrai pouvoir transformateur. Le grand espace, aujourd'hui, ça a des vertus thérapeutiques. Une grande partie des gens qui arrivent au Montana, qui s'y installent, y croient. Alors, les gens qui habitent depuis des générations au Montana se disent ceux-là, ils ne vont pas passer l'hiver. Effectivement, la plupart du temps, après un hiver, on quitte le Montana parce qu'au-delà d'une vision romanesque du Montana, les conditions de vie sont extrêmement dures. Et aujourd'hui, les ranchs proposent tous, la moitié des ranchs sont des ranchs touristiques qui accueillent des visiteurs et on peut vivre l'expérience de l'Ouest.
ça va de faire des grillades devant un chariot ressemblant à celui des pionniers, à se faire des massages indiens. Enfin, on peut vivre l'expérience de l'Ouest, qu'elles sont en lien avec les pionniers, les Indiens, la vie des mountain men, ces premiers trappeurs à avoir parcouru ce qui allait être le Montana. Donc, en ce sens-là, il y a une redécouverte de l'Ouest, que ce soit pour les Américains eux-mêmes ou pour nous tous ici en Europe, qui peut-être fantasmons sur ce que représente le Montana. Alors, je voudrais lire un extrait avant de redonner la parole à Harold et surtout de vous donner la parole parce que vous êtes tous, je l'imagine, des amateurs, voire des familiers des États-Unis pour venir ici au Festival America. Donc, je vais lire un extrait. Le Montana a été et est toujours un idéal, voire un concept marketing. Alors là, j'y reviendrai. Est-ce que c'est vraiment un concept marketing ? L'exemple fut donné dès la fin du XIXe siècle par les compagnies de chemin de fer, impatientes de rentabiliser les investissements énormes consentis pour relier l'Atlantique au Pacifique. Les autorités actuelles manient aussi le concept en parlant du Big Sky, inventé par l'écrivain Alfred Bertram Guthrie en 1947. Toujours le même refrain. L'endroit parfait sur Terre, celui où vivre et revivre, celui où l'on peut devenir enfin riche pour être libre. L'envers du décor est connu. La violence s'y est enracinée dans les paysages. Guerres successives entre trappeurs, chasseurs de bisons et indiens, pionniers, éleveurs de vaches contre éleveurs de moutons, écologistes contre exploitants agricoles ou mineurs. Personne au Montana ne s'est fait de cadeaux. Il a fallu prendre ce qu'on voulait toujours et on a pris, on ne s'est pas gêné. Alors le Montana, c'est du marketing ou c'est la réalité, Isabelle ? Mais c'est ce qui est passionnant, c'est les deux à la fois. C'est une terre d'avidité. Il y a une succession de ruées. Ruées vers l'or, le minerai. Ruées vers l'or vert, les terres, on en cherchait. Ruées vers l'or, aujourd'hui, différentes autres formes de minerais. Donc, c'est une terre qui a suscité l'avidité des Américains qui, effectivement, à un moment donné, se sont trouvés trop nombreux et coincés sur la côte est. Et effectivement, à un moment donné, il a fallu, il y avait tout ce monde à New York, il fallait chercher, il fallait aller ailleurs. Et c'est là qu'effectivement, on a cherché, le gouvernement américain a cherché à coloniser l'entier des États-Unis, à justifier ça par une formule marketing fantastique, le Manifest Destiny, lancé par un journaliste new-yorkais d'ailleurs. En gros, c'était pour laisser croire à tous les États-Unis que c'était la volonté de Dieu, c'était une forme de, c'était une destinée, inévitable. Ça accompagnait finalement le destin du peuple américain de coloniser l'entier de leur territoire. Et d'ailleurs ensuite, je pense que ça a eu des conséquences sur la vision américaine du monde entier. Et ensuite, le gouvernement américain, évidemment, souhaitant pouvoir traverser l'entier des États-Unis, a construit des dizaines de milliers de kilomètres de chemin de fer. Et pour rentabiliser tout ça, effectivement, il fallait que des gens aillent habiter et que le commerce y aille. Donc, on a inventé des slogans qui disaient « Tous, venez au Montana, c'est le pays où coule le lait, le miel, où la vie est plus facile qu'ailleurs, où vous deviendrez riche en une saison ». Entre 1870 et 1900, la population du Montana a passé de 20 000 à 240 000. C'est énorme. Mais ensuite, elle a vite baissé parce qu'une fois que ces gens qui tous ont tenté de s'improviser, soit cultivateurs, soit éleveurs de bétail, ont essayé de tenir 1 an, 2 ans, 3 ans. Il fallait tenir 5 ans pour avoir le droit de rester sur la terre où vous étiez installé. Mais c'était très peu ont tenu 5 ans parce que l'hiver, encore une fois, était trop rude. Il a fallu qu'une année, il y ait eu un hiver tellement rude que tout le bétail est mort. Tous ces gens sont repartis retrouver du travail et une vie en ville. Harold, est-ce que l'Ouest américain, c'est un concept marketing ? Je ne pourrais pas dire que c'est un concept de marketing parce que je ne l'ai jamais trop remarqué. J'ai surtout dans ma jeunesse remarqué les efforts des autorités new-yorkaises pour retenir la population, qui n'ont pas marché. À un moment donné, vers la fin des années 80, début 90, c'était plus de 500 familles par semaine partaient.
Donc toute la classe moyenne s'est vidée et elle ne s'est pas arrêtée dans les Rocheuses, parce qu'on parle des Rocheuses là, n'est-ce pas? Ils sont allés sur la côte, ou en Floride, ou dans l'Arizona. Et ils n'ont pas peur des étés brûlants, parce qu'ils vivent dans la climatisation centrale. Donc, ils ne savent même pas ce que c'est que la température extérieure. Donc, l'Ouest, bon, il y avait le Wild West, c'est un concept historique. C'était la dernière frontière où il y avait, je dirais, l'anarchie juridique, donc d'où les shérifs qui abattaient les malfrats, qui eux-mêmes contrôlaient la moitié du territoire. C'est tellement cinématographié que je ne sais pas du tout si c'était comme ça. Je sais seulement qu'il y avait des bordels gigantesques dans l'Ouest et dans le Yukon et en Alaska, et un des tenanciers de bordel s'appelait Trump, le grand-père. Mais je voudrais juste dire que c'est pas qu'un concept marketing, parce que c'est évidemment juste fantastique d'être au Montana, d'y passer quelques jours, quelques semaines. C'est un paysage fantastique à arpenter. C'est un paysage dans lequel, effectivement, vous êtes confronté à la fois aux traces d'une histoire très courte, deux siècles. C'est ça l'histoire du Montana, entre 1805, où le gouvernement américain mandate les fameux explorateurs Lewis et Clark pour arpenter une terre que les Occidentaux ne connaissaient pas du tout, et 1890, où on décide que la frontière n'existe plus. Ça veut dire qu'on décide que, officiellement, tout l'ensemble du territoire américain est connu. C'est très très court. Et quand vous parcourez le Montana en voiture, vous tombez sur des ghost towns, ces fameuses villes fantômes construites par les chercheurs d'or, qui restaient peut-être quelques semaines, quelques mois. Le filon d'or était tari, on partait 20 km plus loin, on refondait une ville, et il y a encore des dizaines de ces villes fantômes à travers le Montana. C'est fantastique. On a vraiment l'impression de pouvoir vivre, plonger dans le passé de manière très, très, très réelle. Les montagnes sont effectivement très, très sublimes, même pour une Suissesse que je suis. Les plaines sont immenses. On se confronte vraiment à un paysage, je pense, unique au monde, très diversifié. Et donc, c'est à la fois un concept marketing, mais en même temps, c'est une réalité, je dirais, à la fois fantastique, poignante, difficile, mais unique. Alors, je vais prendre quelques questions. Je ne sais pas s'il y a des micros dans la salle. J'imagine qu'il y en a. Je ne vois pas, je ne sais pas qui a des micros. Non, il n'y en a pas, donc je vous passerai à ce moment-là. Si, madame, peut-être, je ne sais pas si... Est-ce qu'on a un micro qui peut circuler éventuellement ? Oui ou non. Donc, le temps que le micro nous parvienne, je vais prendre les questions. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'est le tour de la salle. Madame, je crois que vous aviez... Voilà, exactement. Madame au milieu, ici, juste là, devant moi. Le micro vous parvient à l'instant. Et nous vous écoutons. Allez-y. Oui, bonjour à tous. Merci pour tous ces exposés et ces éléments intéressants. Bon, moi, je connais le Montana, j'y suis allée, c'est un État que j'aime beaucoup. Et en fait, je voudrais que vous nous en disiez un petit peu plus sur l'attrait du Montana au moment où les États-Unis donc, ont commencé à être découverts progressivement, État par État. Et j'ai l'impression, mais alors je me trompe, j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus, que le Montana a attiré énormément d'agriculteurs, de gens qui étaient attirés par les pâturages qui étaient très très beaux là-bas. Donc, je voudrais que vous me disiez si ça a été effectivement ça, donc une attirance pour tous ces agriculteurs qui a fait que le Montana a aussi attiré du monde pour les paysans, par les agriculteurs. Alors, plus qu'une attirance, c'était carrément un besoin. Mais effectivement, il y a eu plusieurs vagues de populations occidentales ou de descendance occidentale qui sont arrivées après les Indiens. On a d'abord eu les fameux Mountain Men qui ont été les premiers occidentaux à explorer les États-Unis. Ensuite, il y a eu les trappeurs. Ensuite, il y a eu les chercheurs d'or. Et la vague d'après, alors il y a eu les pionniers. Et puis ensuite, une grande vague de
de potentiels cultivateurs ou de grands éleveurs des parties plus au sud des États-Unis en recherche de vastes pâturages où les troupeaux pouvaient aller passer plusieurs mois, être engraissés. Hein, et puis ensuite, c'est comme ça que s'est développée toute l'industrie de la viande, de l'élevage aux États-Unis, où on cherchait de l'herbe riche, grasse, pour évidemment ensuite soit faire redescendre les troupeaux, soit carrément mettre sur pied toute une filière de l'industrie de la boucherie au Montana, et puis redescendre, nourrir le reste des États-Unis. On va prendre une autre question. N'hésitez pas. Qui a... Voilà, madame, juste derrière. Ah, pardon, non, ça c'est le micro. Qui veut poser une question? Est-ce qu'il y a... Pardon? Je ne vois pas. Vous l'avez repéré? Oui, c'est bon. Monsieur? Bienvenue aux nouveaux arrivants. Bonjour, j'aimerais savoir quelles sont les tribus qui actuellement vivent au Montana. Dans mon idée, la plus nombreuse, c'est peut-être encore les Lakota Sioux, les descendants. J'aimerais aussi savoir si, comme chez les Navajos, c'est d'immenses réserves au Montana, ou alors si c'est une myriade de petites réserves, et si les Indiens vivent beaucoup dans ces réserves, ou s'ils ont essaimé dans tout l'État. Il y a 13 tribus officielles sont déclarées comme tribus officielles du Montana. Elles sont réparties sur effectivement je dirais une myriade, alors plus de très nombreuses zones de réserve. Il y a les Crows, effectivement les Cheyennes, les Sioux. Un des endroits les plus symboliques du Montana, c'est effectivement le lieu où a eu la fameuse dernière bataille du général Custer, qui est actuellement sur territoire Crow. Même si, effectivement, ça a été un combat des troupes du général Custer contre les Sioux et, je crois, les Cheyennes. Mais effectivement, c'est une myriade de zones de réserve réparties sur tout le territoire du Montana, avec 13 tribus officiellement recensées par l'État du Montana. Alors, je vais me retourner avant de prendre une autre question. Je vais revenir vers vous, monsieur. Je vais me retourner vers Harold avec une question simple. Est-ce que les New-Yorkais sont une tribu américaine? Oui. Oui, mais bon, il y a plusieurs tribus à New York et on les retrouve comme des petits frères à Philadelphie, à Boston. Parce que surtout Philadelphie, c'est un mini New York. Et donc, on trouve, en gros, le gros truc bête et méchant, c'est blanc et noir, ok. On rajoute hispanique, ça fait 3. Et ensuite, à l'intérieur du blanc, on subdivise. Donc ça, c'est pour le truc, le côté purement ethnique. Ensuite, dans les grandes villes, bon, on a de tribus en ceci que, collectivement, on sait qu'on est assez différent des autres. On s'habille mieux, on mange mieux, on est plus éduqué, on est plus au fait des réalités économiques modernes, et puis on est meilleur, tout simplement. Donc, et puis, bon, accessoirement, on a créé la musique, alors chacun se renvoie la balle. Voyez, bon. Donc, il y a la musique salsa portoricaine de New York, bon, tout le monde est fier de ça. On a la musique noire, le jazz, Billie Holiday, tout ça, c'est pour tout le monde. Bon, on a la Saint-Patrick, qui est un gigantesque défilé et qui représente la police, parce que la police new-yorkaise, même si elle est à 10-15% irlandaise, dans sa tête, elle est irlandaise, comme le Quai des Orfèvres était autrefois corse dans sa tête. Donc, on a des subdivisions comme ça, et ce même système, et puis, bon, les Juifs ont un rôle un peu particulier, c'est-à-dire d'être en guerre permanente avec les Irlandais et les Italiens. Les Italiens sont très identifiés restauration et mafia, ou procureurs, parce que les plus grands anti-mafieux étaient des Italiens, dont Rudy Giuliani lui-même, et Fiorello LaGuardia, et il y en a plein. Voilà, donc on est une tribu
très complexe, mais on s'y retrouve très, très facilement. Vous rencontrez quelqu'un, en 3-4 phrases, vous avez compris où la situer. C'est comme à Paris, quelqu'un qui vient de Passy, Neuilly, Auteuil, vous savez tout de suite que ce n'est pas le 11e, le 10e, le 12e. Bon, on a des choses comme ça, très, très fort. Monsieur, vous vouliez, je crois, complémenter votre question et je prendrai une autre question au passage. Allez-y. J'ai sûrement pas été assez précis. Vous n'avez pas répondu à la dernière partie de ma question. Je vais donc la compléter. J'aimerais savoir si les Indiens vivent confinés dans leur réserve ou s'ils ont essaimé à travers tout l'État pour imprégner de leur culture les populations tout entières. Et puis j'ai une dernière question qui me vient à l'esprit. J'aimerais savoir si, comme en Louisiane, dans l'État de Washington ou chez les Navajo, les Indiens du Montana construisent des casinos pour s'enrichir et pouvoir se payer eux-mêmes tous leurs besoins. Alors, est-ce qu'il y a dans les... Oui, il y a dans la plupart des réserves, les Indiens ont dans le Montana également le droit, oui, effectivement, d'organiser, de proposer des activités de casino. Alors, s'enrichir, je ne sais pas, mais effectivement, en tout cas, que ce soit une source de revenus pour une population qui en manque cruellement, puisque les taux de chômage sont bien supérieurs dans les réserves indiennes que partout ailleurs. Excusez-moi, j'ai pas compris le tout début de votre... Est-ce que les Indiens du Montana sont, au fond, essaiment dans la société, sortent de leurs réserves ou sont confinés dans leurs réserves? Non, alors, encore une fois, c'est tellement complexe, puisque peuvent se dire, il y a évidemment des Indiens qui appartiennent aux tribus et qui vivent, et il y en a des Indiens qui sont dans la société, mais ensuite on peut être Indien partiellement, tout, partie. D'ailleurs, au Montana comme dans d'autres États américains, toutes les tribus indiennes sont déchirées par le fameux conflit du Blood Quantum. Le Blood Quantum est une invention du gouvernement américain au moment où ils ont commencé à redistribuer une partie des terres volées aux Indiens, au début des conquêtes des territoires de l'Ouest. Et le Blood Quantum signifie que pour faire partie officiellement d'une tribu, pour pouvoir être reconnu comme tel et avoir droit à certains disons, avantages, ou en tout cas particularités de traitement par rapport à l'administration, ou pouvoir, par exemple, recevoir en partie les gains du casino d'une tribu, il faut pouvoir prouver que vous êtes héritier en ligne directe, vous avez X pourcentage de sang. Voilà. Et on arrive à certaines aberrations où des gens qui font partie de tribus et qui habitent dans les réserves non-stop ne correspondent plus aux fameux critères du Blood Quantum, alors que d'autres qui n'habitent pas dans les réserves pourraient y avoir droit. Et donc c'est pour ça que c'est très difficile de répondre à cette question. Y a-t-il plus d'Indiens dans les réserves qu'en dehors? Parce que tout dépend qu'est-ce qu'on appelle effectivement par Indien. Désolée de ne pas pouvoir être plus précise, mais alors c'est peut-être aussi des chiffres que je n'ai personnellement pas concernant le Montana sur des pourcentages de... Voilà, peut-être que quelqu'un dans la salle a cette... Avant de donner la parole à Harold et de prendre les questions, parce qu'Harold voulait commenter, mais je vais prendre un paragraphe plus exactement de son livre sur les États-Unis qui s'intéresse évidemment aux Indiens. Les Indiens ont légué à l'American Way of Life une mythologie d'amour de la nature, de respect des espèces vivantes, de chasse, d'honneur et même de tactique guerrière. Si les habitants des grandes villes n'ont sans doute jamais rencontré un Amérindien, ils connaissent ces thèmes. Aussi, la toponymie américaine est-elle fortement imprégnée de culture indienne. L'opinion publique tend à les voir comme les protecteurs des terres de tous les Américains et les soutient moralement, sans vraiment connaître leur quotidien fait de misère et d'alcoolisme. Une exception, les casinos, que les autorités tribales ont le droit d'ouvrir indépendamment de la loi de l'État où ils se trouvent, car les réserves sont sous juridiction fédérale. Dernier avatar de leur statut de nation indépendante acquis lors de la conquête de l'Ouest. Ces casinos ont la réputation d'être liés au crime organisé. Les tribus sont très souvent en faveur des casinos pour des raisons économiques et par une ironie de l'histoire, le gouvernement les leur interdit parfois, comme ce fut le cas dans l'État de New York il y a 5 ans. Le casino n'était pas sur le sol de la réserve proprement dite. En 2011, on dénombrait 460 casinos sous la houlette de 240 tribus. Harold, tu voulais ajouter quelque chose? Non,
C'était à peu près ce que je... Monsieur, il y avait... Voilà, monsieur. Oui, je voudrais simplement faire une petite remarque, mais je sais que monsieur Iman la connaît. Le jazz vient du blues, et le blues n'est pas né à New York, de même que le rock'n'roll n'est pas né à New York. Non, strictement parlant, le jazz vient de la Nouvelle-Orléans, bien sûr, et le blues du Sud, mais c'est l'industrie de la musique noire des années 30, avec le Harlem Revival, auquel je pensais, mais pour être très précis, vous avez raison, et la soul est née à Détroit. Mais les New-Yorkais ont quand même l'impression d'être une capitale musicale pour tout sauf le country. Et le country, personne n'écoute à New York. Et moi, j'ai passé un long moment à Nashville dans les années 70. J'ai rencontré tout le monde, Dolly Parton, Johnny Cash, tout ça, par un concours de circonstances. Et j'écoutais ça de temps en temps et ça énervait tout le monde. Mais pourquoi toi, tu écoutes ça? Voilà. Une autre question? Madame, ici, au premier rang, enfin deuxième rang. Non, là, le micro vous parvient, comme ça tout le monde pourra vous écouter. Bonjour, donc vous avez commencé à élaborer ce en quoi vous visualisiez les États-Unis comme des tribus multiples. Moi, j'aurais voulu savoir, parce que j'avais l'impression que c'était une première marche, mais alors, le tout, c'est quoi? Ça forme quand même des États-Unis ou ça reste des tribus qui se sentent dépendantes et avant tout de leur propre genèse, origine, etc. Merci de la question. Effectivement, la deuxième marche, c'est que la lecture purement ethnique est totalement dépassée. Je vous disais qu'il y a la tribu des 100 tribus, je ne sais pas combien de gens c'est. D'après le recensement américain est totalement racial et totalement déclaratoire. Ce qui veut dire que sur 30 ans, vous avez des catégories qui se sont réduites des 2/3, notamment ascendance anglaise, c'est passé de 30 à 7%. Parce que les gens ne veulent plus se déclarer anglais, ils vont chercher autre chose. Ils vont chercher gallois, ils vont chercher écossais, même s'ils sont un 16e de cette chose. Donc, le côté ethnique, genre tous les Polonais sont ici, tous les Italiens sont là, tous les Ukrainiens sont ailleurs, tous les Juifs sont là, tous les Indiens sont là, on confond deux choses. Il y a le phénomène d'entrée dans les États-Unis, le SAS. Je prends l'exemple de Chinatown. Chinatown a à peu près 250 000 habitants, mais ont dû vivre et passer par là des millions de Chinois. Donc, où sont ces millions de Chinois? Et comment ça se fait que des gens à Chinatown ne parlent pas anglais? C'est ultra simple. Ils sont nés en Chine. Et les enfants des générations précédentes qui sont passés par le SAS de Chinatown ont essaimé dans les États-Unis depuis très, très longtemps, au point où ils ne sont pas vraiment chinois. Donc, quand vous voyez une tête chinoise aux États-Unis, ne vous amusez pas à lui parler en chinois. Bon, je ne m'amuse pas, je ne parle pas chinois. Mais généralement, ils ne le parlent pas. Donc, ça se dissout. Donc, un Français a l'impression, et je me réfère au débat un peu crapoteux sur Hepatsu Si l'autre jour. Oui, Éric Zemmour et les Oui. patronymes français. Voilà. Tu devrais t'appeler Corinne au lieu de t'appeler Absatou. Voilà, oui. Et donc, quelqu'un sur un des débats a dit, un des éditorialistes, quand je vais dans la rue du Château d'Eau, je vois que la rue Saint-Denis s'africanise. OK, dans ce cas-là, New York devrait être totalement chinois. Mais il ne l'est pas, du tout, d'aucune sorte. Tout le monde sait ce que c'est que le dim sum, mais ça ne change rien. J'ai jamais vu une mamie yiddish faire des dim sum, ni une mamie portoricaine faire des dim sum. C'est une folie de regard. Donc, ces tribus-là, elles ne sont pas inexistantes, mais elles sont en évolution. Et après l'évolution, les gens deviennent mixtes, comme mon neveu, qui est mexicain, irlandais, juif d'Europe centrale, français d'Armançon sur Brino. Ça n'a plus du tout de tribalité et se replace dans une nouvelle tribalité qui est celle des bobos de Los Angeles, qui se fichent éperdument de leurs origines,
sauf quand il manque de conversation entre 2 cafés et un joint. Donc, donc ça, c'est la réalité ethnique d'aujourd'hui. Vous allez à Los Angeles, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a genre 200 000 Iraniens. Bon, ben, il y a des Iraniens un peu partout, ils sont super américanisés, et puis c'est eux qui font la com et les métiers où on parle beaucoup, ils sont de beaux parleurs, on les voit un peu partout, et on les voit qui travaillent dans des restaurants coréens, dans le Koreatown, qui est en train de gonfler, mais c'est juste des arrivées récentes de Corée. S'il n'y a pas un continuum d'arrivage, ça va refaire ça. Little Italy à New York, c'est 5 magasins. 5. Je crois que Château d'Eau est plus ivoirien que Little Italy est italien. Mais quand j'étais gamin, c'était quelque chose. On abattait les mafiosi dans des restaurants où on allait. Mais maintenant, c'est fini. Il y a 5 magasins, il y a des Chinois en haut. Donc, on a une vision ethnique complètement tintinesque. Il faut sortir du Tintin pour le comprendre. Et je termine là-dessus. Les vraies tribus, c'est des trucs beaucoup plus intéressants. C'est êtes-vous évangélique? Alors là, en parlant de tribus, les évangéliques, je ne sais pas combien ils sont, parce qu'il y a les plus ou moins forts. Donc vous pouvez monter jusqu'à 50 millions de personnes. Et quand vous êtes avec eux, vous le savez tout de suite. Alors il y a une tribu qui m'a fasciné quand Harold m'a proposé de faire ce livre dans la collection L'âme des peuples, c'est la tribu des avocats. Et je n'y avais pas pensé. Et Harold m'a dit, les avocats aux États-Unis sont une tribu. Alors, est-ce que c'est vrai? Les avocats, et j'ajouterai aussi les fonctionnaires. Voilà. Aux États-Unis, demandez à des parents, que voulez-vous que vos enfants ne fassent pas? C'est fonctionnaire. Hein? En France, c'est inversé. Bon, c'est teacher, my God, you'll never make money with that. Et maintenant, ça se vérifie. Vous les voyez sans arrêt qui ont un deuxième job, c'est presque des mendiants, hein. Et c'est lamentable. Et les avocats aussi. Tous ceux qui sont dans le droit se reconnaissent. Donc, ils ont une certaine considération sociale. L'ancienne génération les appelait shysters, the shysters. C'était un vieux mot allemand qui voulait dire les voleurs ou un truc comme ça. Donc, voilà, il y en a partout. Les gens les utilisent comme des notaires. Tu leur demandes quelque chose, ils disent « I'll ask my lawyer ». Et voilà, la blague, quand on ne veut pas répondre à quelque chose, on répond « Let me call my lawyer ». Et si c'est un truc d'argent, on dit « Let me call my broker ». Voilà, qui est une autre tribu. On va prendre d'autres questions. Qui veut poser une question? Monsieur, mais vous aviez déjà, je vous mets de côté car vous aviez déjà posé une question. Est-ce qu'il y a d'autres velléités de questions? Sinon, je reviens vers vous. Madame. Voilà. Madame, ici, je reviens vers vous, monsieur. Hein. Madame, juste ici. Oui, bonjour. Je voulais juste faire une petite remarque en termes d'appellation. Je suis un peu étonnée d'entendre parler d'Indiens, d'Amérindiens, ça fait des années. Ça fait des années aussi que, justement, les Amérindiens, comme on les appelait autrefois, revendiquent leur nom de natif. Il me semble qu'aujourd'hui, par respect pour cette culture et ces nations, on pourrait faire l'effort. Après, je ne suis pas une donneuse de leçons, mais c'est vrai qu'en termes de respect, moi, je serais pour qu'on soit justement dans la tendance actuelle, arrêter de coller, voilà, que ce genre de culture, enfin de termes qui ne correspondent pas du tout à la culture les poursuivent. Aujourd'hui, entendre parler d'Indiens, pour moi, c'est les personnes qui habitent en Inde. Donc voilà, c'était juste une petite remarque qui est pas désagréable, mais qui est, voilà, peut-être un peu pertinente. La deuxième chose, excusez-moi, je voulais aussi rebondir sur ce que vous disiez. Aujourd'hui, on a aux États-Unis, et c'est vrai, pour avoir côtoyé les ranchers et participé à la vie de ranch, on ne s'intéresse pas du tout à la cause des natifs. On n'en veut pas du tout en parler. Rien qu'à voir la nouvelle série aujourd'hui Yellowstone, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous y intéresser avec Kevin Costner. On nous présente donc un rancher du Montana qui est donc l'ennemi juré
justement d'un homme politique, d'un sénateur natif, alors je ne sais pas de quelle tribu, et qui sont dans une rivalité qui risque d'aller très loin, puisqu'on est dans une reconquête de territoire pour les uns par rapport à ces ranchers qui se sont installés, qui se sont enrichis depuis des générations. Donc voilà ce que produit aujourd'hui, je dirais, le cinéma américain. En France, je pense qu'on a été nombreux à voir le documentaire, le magnifique documentaire qui s'appelle The Ride, réalisé par une Française, je ne sais pas son nom, qui nous raconte l'histoire de cette chevauchée magnifique qui existe maintenant depuis 10 années, où les Lakota partent du nord, justement pas loin de Standing Rock, pour descendre jusqu'à Wounded Knee, en entraînant avec eux toute cette jeunesse, tous ces jeunes, ces adolescents qui se posent énormément de questions sur leur identité à travers leur culture qui est celle du cheval. Donc, c'est vrai qu'on est dans une disparité. Nous qui ne sommes pas sur ce territoire, il semblerait qu'on soit davantage concernés par la cause aujourd'hui d'une revendication, en tout cas culturelle, identitaire. Et moi, je suis très fière, pour le coup, et je trouve ça extraordinaire qu'une cinéaste française ait pu avoir comme ça un regard optimiste sur la destinée que justement les Lakota en l'occurrence sont en train de prendre, je veux dire, et de porter par rapport à une jeunesse qui devient aussi de plus en plus optimiste. Voilà. Alors, je voudrais redire ici que Francis Geffard, le fondateur du Festival America, dirige et a créé une collection qui s'appelle Terre indienne chez Albin Michel et qui a publié énormément d'auteurs natifs américains, natifs tout court, amérindiens. Donc je me tourne vers vous. Quelle est la bonne appellation, en l'occurrence en français? Harold, Isabelle. Harold. Déjà, la bonne appellation aux États-Unis. On a tendance à dire Native Peoples maintenant. Quand j'étais jeune, je me rappelle de AIM, American Indian Movement, qui a fait une espèce de sit-in de défiance très très long à Wounded Knee dans les années 70. Donc moi, je suis resté collé générationnellement sur Indians. Le mot amérindien ne se dit presque jamais aux États-Unis. Je dis bien aux États-Unis parce qu'au Canada, en anglais, on dit First Peoples. J'ai vécu au Canada aussi. Donc, il y a une jungle terminologique certaine. Quand on dit natif en français, je ne sais pas ce qu'on comprend. Je ne sais pas. Parce qu'il y a un danger, c'est qu'il y a un mouvement actuel qui s'appelle le nativisme, nativism. Et ça, c'est blanc, 100%. Donc, les gens qui se disent « I'm a native », et je l'entends, moi, dans les trucs républicains, par exemple, les meetings, ils se réfèrent aux Daughters and Sons of the Mayflower. Donc, il y a une palette, c'est énorme. Les Mexicains ont un bon terme, c'est indigène, indigenous. Les Australiens, ils sont passés de aboriginals, je crois qu'ils sont en train de bouger. Donc, je suis au courant de tout ça, et je m'en suis sorti par le haut, ou le bas, en disant juste, ce avec quoi j'ai grandi, c'est Indians. Voilà pourquoi je me suis laissé aller à ce mot-là. Isabelle. Je pense qu'en français, la terminologie doit encore être, dans le fond, trouvée. C'est vrai que j'aime bien ce mot de natif, mais dans le fond, c'est une traduction littérale de natives. Est-ce qu'il y a autre chose à trouver en français? Mais vous avez entièrement raison concernant le monde des ranchers. Pour reprendre le mot de tribu, au Montana, il y a des tribus qui se regardent en chien de faïence, voire qui se sont agressés mutuellement. La tribu des ranchers est une tribu pleine de morgues. Et effectivement méprise tout ce qui constitue souvent les tribus amérindiennes. Il y a eu la tribu des éleveurs de moutons contre la tribu des éleveurs de vaches, la tribu des gens, des sportifs de montagne contre les mineurs. Enfin, le Montana aussi est rempli de tribus qui souvent se sont rencontrées regardez de haut. Et vous avez raison, on peut être fier aujourd'hui, vivre les rituels et les traditions et reproduire les traditions des ranchers, et ça n'a strictement rien à voir avec le respect des traditions amérindiennes des natifs. Alors on me dit qu'on doit terminer, on a encore, voilà, peut-être juste, on peut prendre une dernière question? Non? Alors,
visiblement, c'est la fin. Alors, je vais quand même me tourner vers nos deux intervenants. L'âme du Montana et l'âme des États-Unis. Peut-être, Harold, un mot aujourd'hui, l'actualité, l'Amérique. Est-ce que l'âme de l'Amérique a changé depuis 2 ans? Et je dirais pour Isabelle, est-ce que le Montana aujourd'hui ressemble à l'Amérique? Ou est-ce que l'Amérique ressemble au Montana? Harold, est-ce que l'âme de l'Amérique a changé depuis 2 ans? Elle est en train de changer parce que s'est révélé quelque chose de souterrain que Trump a exploité. Et je suis très cru généralement, si je peux ne pas trop offenser, mais il est en train de fusionner tous les Blancs en un bloc. Parce que lui-même, peu de gens le savent, sa mère est une immigrée écossaise et 2 sur 3 de ses épouses étaient des immigrés de fraîche date. Donc, il n'est pas un nativiste authentique et il a créé une nouvelle tribalisation qui commence à être dangereuse. Isabelle, est-ce que l'âme du Montana ressemble à celle des États-Unis aujourd'hui? Complètement, c'en est la quintessence. Mais moi, j'aimerais juste ici, aujourd'hui, me souvenir de Jim Harrison, parce que s'il y a un endroit, un jour et un moment où aujourd'hui on peut peut-être se souvenir de Jim Harrison, qui a désormais son espace, hein, juste à l'étage ici, il a incarné ce qu'ont tenté de faire une partie des écrivains d'origine occidentale. Jim Harrison était de descendance nordique, suédoise, allemande, réconciliés. Évidemment, Dalva, c'est typiquement le roman de la tentative de réconciliation des peuples natifs américains et ensuite des descendants des migrants européens. Donc voilà, moi, la lectrice que je suis, peut-être, a juste envie de se souvenir humblement de lire, relire et garder le souvenir de Jim Harrison vivant. Voilà, eh bien, merci à tous pour cette... Merci à Isabelle et Harold. On vient me dire quelque chose. Voilà.